Dans le fond, tu dis qu'Éric Kerr n'est pas un gars intelligent. C'est pas ça qu'elle dit. C'est pas ça que je dis, mais disons que c'était politiquement pas très habile. Yeah. On va en parler un peu plus que les autres sujets aujourd'hui. Parce que quand même, le troisième lien, ça fait longtemps qu'on en parle. Et ça fait 2 élections de suite que M. Legault et la CAQ promettent le lien. Et non seulement ils promettent le lien, mais c'était une promesse forte de leur plateforme. C'était comme l'affaire centrale de leur plateforme. La première élection, je me rappelle, il y avait les garderies 4 ans, puis les maisons des aînés. Ouais. Mais la dernière élection, c'était quasiment centralisé sur le troisième lien. Je me rappelle, ils accusaient les électeurs de Montréal. Qu'est-ce que vous faites, là? C'est your business qu'on fait à Québec. La chicane, c'était pogné Montréal-Québec à cause du troisième lien. C'était sa promesse. Il était convaincu qu'on va de l'avant. Finalement, aujourd'hui, c'est cela dont on va parler, il y a un recul du gouvernement. On n'avance plus avec le troisième lien qui était supposé d'être un tunnel autoroutier. Il y avait 2 tubes avec voiture, puis tout le kit, là, 10 milliards de dollars environ, sans études, il faut le dire. On n'avait aucune étude, il n'y avait rien. Ouais, le 10 milliards avait été avancé un peu au hasard. Là, donc. Puis là, le projet devient un tunnel au lieu de 2, réservé strictement pour le transport en commun. Exact. Exactement. Yeah. Mais écoute, alors, tu as raison de mentionner, parce que ce projet-là est parmi les promesses phares de la Coalition Avenir Québec pour la grande région de Québec, donc tant la région de la Capitale-Nationale, où il y a 11 circonscriptions, que Chaudière-Appalaches, là où on a Lévis, puis Bellechasse, puis Chaudière-Appalaches, Chute de la Chaudière, etc., tous ces comtés de la Rive-Sud de Québec. C'est sûr que c'était extrêmement important pour la CAQ. Et oui, ça a fait l'objet de promesses en 2018, de promesses encore toutes fraîches en 2022. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la première fois qu'on a entendu parler de ce projet-là pendant une campagne électorale, c'était même en 2014. Ça, c'était Pauline Marois qui était première ministre, qui avait déclenché les élections, pensant pouvoir se faire élire majoritaire. Finalement, c'est les libéraux de Philippe Couillard qui l'avaient emporté. Et bien, à cette époque-là, déjà, alors que la CAQ essayait d'exister entre un PQ en difficulté au gouvernement et un PLQ qui était sur le point de revenir au pouvoir, la CAQ avait proposé dans la région de Québec, non pas un tunnel parce que c'était trop tôt à l'époque, mais l'engagement, c'était de mener des études, de financer des études sur un troisième lien parce que Québec, c'était plus une petite ville, la grande région de Québec, c'était plus une région où on pouvait circuler sans trafic à Québec. Puis moi, je l'ai vécu en plus. J'ai déjà travaillé pour un ministre de la Capitale-Nationale et donc je peux te dire que les enjeux de transport à Québec, ils sont réels. Donc voilà, alors oui, c'était très, très important. Là, on ne va pas dire que le projet tombe à l'eau au complet, parce qu'un troisième lien, visiblement, il va y en avoir un. Mais clairement, c'est pas du tout le projet qu'espéraient les caquistes et ont vendu les caquistes depuis 2014. Et j'ai envie de te dire que les caquistes ont fait en sorte que ce projet de troisième lien devienne un enjeu extrêmement important. Mais maintenant, c'est eux qui ont le fardeau de dire il ne peut pas se réaliser comme on souhaitait. Ouais. Look, il y a plusieurs choses ici qu'il va falloir un peu analyser parce que c'est pas juste un projet qu'on dit non, on recule. Moi, je le vois de plusieurs angles. Évidemment, il y a l'angle politique, stratégique, puis ensuite, il y a l'angle un peu plus éthique et moral. Puis je vais commencer avec lui parce que j'apprécie quand, comme gouvernement ou comme élu, tu as le courage de dire, regarde, on a eu tort,
vaut mieux reculer au lieu de dépenser je sais pas trop combien de milliards de dollars quand on a des preuves qui peuvent peut-être dans le futur revenir contre nous. OK? Donc, moi, je veux pas dire admiration, mais il y a un certain respect que j'accorde aux élus qui ont ce courage de dire, look, on a eu tort. Oui. Cette fois-ci, par contre, Oui. évidemment, c'est que c'est pas juste une orientation que tu avais comme gouvernement, c'était ta promesse centrale dans ta plateforme. Tu as élu je sais pas trop combien de personnes, surtout dans cette région-là. Je veux pas dire à cause de cette promesse-là, mais ça jouait pas mal favorable à la CAQ d'avoir cette promesse-là, de faire campagne avec. Bernard Drainville l'a fait, Martine Biron l'a fait, Guilbeault l'a fait. Tout le monde, comme tu as dit, dans toute cette grande région de Québec, ont fait campagne principalement sur cette affaire-là. Donc, de cet angle-là, je dis chapeau, bravo, OK, tu réalises, on recule. Mais là, il y a l'angle politique, OK? Et comme j'ai dit, c'est pas une orientation où tu as dit, garde, on va voir si c'est possible de faire ça, on va consulter, puis on va vous revenir, blablabla, whatever. Ça, c'est une promesse forte. Comment tu peux mettre une promesse électorale au centre de ta plateforme et de jurer que ça, c'est Éric Kerr là, qui a dit « Je vais démissionner si ça ne se produit pas », puis on va parler d'Éric Kerr parce que finalement, il n'a pas démissionné, mais comment tu fais pour mettre ça central dans ta campagne sans avoir des éléments concrets que c'est faisable et on a le feu vert? Ça, pour moi, c'est problématique. Mais écoute, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Moi, je rajouterais aussi autre chose. C'est que la différence aussi entre 2014 où ils ont proposé des études, puis 2018 où ils proposaient de le faire, et 2022 où ils ont dit, bon, ben, on ne l'a pas encore fait, mais il va falloir que ça se fasse, c'est qu'avant, la CAQ n'était pas au pouvoir. Là, le veut pas, ça fait Mais non, c'est-à-dire 4 ans et demi qu'ils sont là. Ben, il était au pouvoir en 2018. Oui, mais c'est ça. Okay. Non, mais c'est-à-dire, 2018, ils arrivaient. Donc, bon, à la limite, on peut dire que, bon, tu sais, t'arrives, qu'on le veuille ou non, ça prend un certain temps, etc. C'est correct, ça prend... Look, il y avait 4 ans. On comprend que peut-être dans 4 ans, t'as pas le temps de tout faire, mais au moins des études, quelque chose, c'est ça. des éléments que tu peux montrer aux gens que on a ça, c'est concret. Donc, cette campagne de 2022, on vous promet qu'on va... c'est exactement mon point. Mon point, c'est qu'ils avaient le temps de se préparer, etc., puis d'arriver à une sorte de conclusion que ce projet-là ne peut pas se faire sous forme de tunnel autoroutier, mais simplement pour du transport en commun. Honnêtement, peut-être que je suis un peu cynique, mais je me dis, hey, en 6 mois, ils ont été capables de tirer cette conclusion et d'arriver avec ce nouveau projet ce matin. Je ne peux pas croire qu'il y a 6 mois, on n'était pas capable d'avoir cette conclusion-là. C'est ça. L'excuse, je te dis pas, non, mais regarde. Les lignes de la CAQ, c'est qu'il y a eu une pandémie qui a beaucoup changé un peu le contexte, puis la réalité des gens. Il n'y a pas autant de personnes qui se mobilisent pour aller au travail le matin, tous les soirs, etc. Donc, regarde, ils utilisent... Il y a une étude qui a été faite qui a démontré clairement que le problème de trafic, il n'est plus le même qu'il était il y a 4 ans. Non, regarde, c'est vrai. Puis attention, hein, moi, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que ils ont sciemment menti ou un truc comme ça. Alors, regarde, on ne pointe pas des doigts de cette manière-là. Là. Moi, je pense juste que on aurait pu s'arranger pour avoir des études prêtes pour avoir la campagne électorale. D'ailleurs, je te rappelle qu'ils faisaient la promesse, puis tout le monde leur posait la question, elles sont où vos études? Elles sont où vos études? On veut voir vos études. Qu'est-ce qu'elles disent, vos études? Et puis, on n'a jamais rien vu de ces études-là. Là. Regarde, là, il suffit de faire une recherche sur Google, puis on va voir le nombre de fois où ça a été réclamé. Mais au final, soit ils ont péché par excès de confiance en se disant que on veut le faire, on va le livrer, on va le faire. Sauf qu'à un moment donné, moi je pense que
ces études-là, là, celles qui ont démontré que c'était pas viable comme projet que d'avoir un tunnel autoroutier, eh ben moi, je pense qu'elles auraient pu être prêtes pour l'été dernier, avant les élections. Et en passant, toi, tu dis quoi? Tu dis, moi, je respecte les politiciens qui reconnaissent leurs erreurs parce que personne n'est parfait. Mais c'est une ligne très fine parce que, premièrement, est-ce qu'il y avait place pour une erreur avec un projet si énorme que ça? Comme tu as dit, tu aurais dû avoir les informations, tu aurais dû avoir toutes les études pour t'orienter. Oui ou non? Si oui, d'accord. Sinon, est-ce qu'il y a une autre solution, comme par exemple ce qui est proposé à l'instant? Mais au moins, peut-être qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils disent, regarde, on ne peut pas le faire. C'est embarrassant, mais il faut le faire. Mais au moins, ils le font. Combien de fois on voit des élus qui patinent puis qui essaient d'échapper à des questions. Ils ont magané un dossier. Puis, dis-les. Exactement. We fucked up, we're sorry. On le fait plus, tu sais. Ouais. Mais écoute, on dit la même chose. Dans le sens, quand je dis c'est reconnaître ses erreurs, c'est-à-dire reconnaître que la promesse n'était pas nécessairement celle qu'il aurait fallu faire, etc. Pas de problème. Mais est-ce qu'ils auraient pu le faire? Oui, ils auraient pu le faire. François Legault a d'ailleurs été pas mal bon à chaque fois que il a fait une erreur, même il a reconnu ses erreurs, etc. Et ça lui a servi, ça a augmenté sa cote de popularité parce que grosso modo, la population, l'électorat se dit « Ben oui, regarde, c'est un gars comme nous, regarde, en autant qu'il reconnaît que c'était pas la chose à faire. » Sauf que là, bon, je t'avoue quand même que j'ai l'impression que c'est un gros problème. On va voir. Est-ce que ça risquerait pas d'être une première fissure un peu dans le téflon de la CAQ. Parce que, regarde, depuis 2018, c'est une véritable lune de miel qui n'a jamais terminé. Là. Je veux dire, il a commencé avec 74 députés. Ouais. Il est à 90 députés aujourd'hui. Ça va quand même bien. Ou ça allait bien. Ah non, mais ça va. Honnêtement, là, genre, ça va bien. Les sondages, tout. On peut... Regarde, il n'y a pas un premier ministre. Il n'y a pas un premier ministre qu'on a déjà connu, péquiste, libéral, unioniste dans le temps, qui ne voudrait pas être dans les chaussures de François Legault aujourd'hui. 100%. C'est sûr que c'est encore très tôt dans le mandat. Donc, Mais oui, mais sais-tu quoi, justement? Alors, les fissures, il y a des gens qui se disent, ben, quand c'est tôt dans le mandat, on ne s'en souvient pas au moment de la réélection. C'est vrai. Mais ça, je te dirais que c'est plus pour des problèmes plus ponctuels, etc. Mais... attention, une fissure aussi, dans le temps, elle peut grandir. Ben, elle peut s'agrandir, exactement. Ouais. Alors que si c'est juste avant des élections, elle n'a pas le temps de faire trop mal, de trop s'agrandir, etc. Alors, c'est à double tranchant, on ne peut pas savoir. Mais avoir l'état de leur caucus ce matin, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des traces de ça. Est-ce que c'est des traces significatives au point de voir la CAQ commencer à battre de l'aile, etc. C'est-à-dire que l'étoile de la CAQ va commencer à pâlir un petit peu? Je sais pas, là, c'est trop prématuré pour dire. Mais c'est pas totalement impossible, c'est pas à écarter complètement. Parfois, dans la vie d'un gouvernement, il suffit de quelque chose d'assez significatif. Ce matin, on avait Bernard Drinville, donc, qui est... quand même très émotif. Ben oui, quand même très émotif, les larmes aux yeux, en train limite de demander pardon à ses électeurs à qui... D'ailleurs, c'était le seul qui a demandé, qui a offert ses excuses. Il a dit, gars, je m'excuse. On s'est engagé, j'ai fait un engagement, puis je peux pas le livrer, puis je m'excuse. Les autres, ben là, tu sais, il faut qu'on en parle. Tu sais, Éric Kerr, man, on va revenir à lui, mais tu sais, par exemple, je me mets aussi à la place un peu de Bernard Drinville. C'est pas évident. Le gars faisait, je sais pas combien, là, à la radio, là, 400, 500 000, je sais pas trop, je veux pas dire de bêtises, là, mais en tout cas, gagné très bien sa vie à radio. Il avait fini la politique, il a fini le journalisme. Là, on lui offre sur un plateau d'argent un très beau comté, le comté de Lévis, avec en plus des responsabilités énorme pour quelqu'un qui, dans sa vie, avait jamais géré autre chose que son bureau de comté. Il était rendu à gérer le système d'éducation. C'est pas mal, là.
C'est une grosse confiance. Mais tu es quand même ministre de l'immigration à l'époque. Non, c'était ministre de la laïcité. Là. C'est même pas, il n'y avait même pas de ministère. Mais c'était lui qui est en charge de la charte des valeurs. Exactement, exactement. Puis, c'était quoi d'abord? Ça tombait sur quel ministère? Je ne sais pas si c'était Institution démocratique, je crois, parce qu'il avait aussi changé les règles de financement, etc. Mais attention, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est pas on ne peut pas comparer ça à l'éducation. Mais il y a pas c'est même pas un portefeuille. C'est un ministre sans portefeuille. Là. Je veux dire, à l'époque... Non, mais je ne veux pas être méchant, mais c'est la réalité. Donc, tout ce qu'il a eu à gérer, c'était son bureau de comté avec 3 personnes dedans. Maintenant, ensuite, aujourd'hui, il est ministre de l'Éducation. C'est quand même... c'est pas rien. C'est prestigieux d'un point de vue politique. Partout d'ailleurs, pas juste au Québec, partout ailleurs dans le monde aussi. Puis, c'est une grosse confiance. Puis, tu te mets à sa place. Il arrive là comme une superstar. Puis on lui dit, hey, inquiète-toi pas, tu peux y aller, tu peux mettre la gomme sur le 3e lien, il va y en avoir. Le gars se présente à toutes les conférences de presse pro 3e lien, tunnel autoroutier. Arrêtez donc avec les GES, lâchez-moi avec les GES, c'était ça qu'il était en train de dire. Tu sais, en 2023, 2022, en tout cas fin 2022, tu sais, quand bien même tu le penses, dis-le pas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, je veux dire, les gens sont sensibles à ça. Écoute, il a été bon joueur, pas à peu près. Alors, c'est sûr que ce matin, il se sent pas bien. Là, ça, c'est certain. Là, je me mets à sa place. C'est clair, c'est clair qu'il y a un malaise. Puis moi, j'aimerais aussi souligner, j'oublie son nom, mais c'est le député de Beauce-Nord, c'est un député de la CAQ. Je pense que c'est le seul qui a dit, « Regarde, je suis pas content. C'est pas une bonne décision. » Je pense qu'hier, quand la rumeur est sortie, là, donc, c'est sûr que, comme tu dis, dans le caucus, il va y avoir des personnes qui sont déçues, surtout dans la région. Est-ce que ça va entraîner... Est-ce que ce mécontentement, comme tu as dit, est-ce que ça va créer des fractures? Reste à voir. Stratégiquement parlant maintenant, là, cette décision-là de reculer, il y a 2 gagnants. Un, Québec solidaire, parce que c'est l'environnement, c'est le transport en commun, puis on va revenir... C'est leur projet. Exact. C'est celui qui... Tant qu'à avoir un 3e lien, c'était celui qui voulait. C'est ce qu'il proposait. Non, est-ce que c'est pas le PQ qui proposait... Moi, je pense que bon, écoute, je veux pas dire de bêtises parce que, pour être honnête, je me souviens. La position du PQ dans la région de Québec, là. C'est clair, mais... En tout cas, moi, je la connais pas. On n'est pas 100% sûr, là, désolé de ça, mais de toute façon, c'est le transport en commun, donc on sait que ça s'aligne dans les promesses de Québec solidaire. Et l'autre gagnant, Éric Duhem, il est partout aujourd'hui dans toutes les tribunes, dans tous les médias, dans les radios, à la télévision. On oublie toute l'affaire avec les drag queens qui d'après moi, c'était embarrassant pour lui. Finalement, who cares about that? Regarde, on l'avait dit durant la campagne, on était chercher de l'information avec l'accès à l'information, on est allé chercher les documents, on a dit à la population que c'était un projet qui allait nulle part, blablabla. Puis lui, n'oublions pas une chose, c'est qu'il y avait des bonnes chances, lui, d'avoir des députés dans cette région-là. D'ailleurs, je pense presque dans toutes les comtés, il est arrivé 2e, je pense. Ou sinon 2e, près de 3e, c'était proche. Mais on se demande aujourd'hui si cette promesse-là n'était pas si... si c'était pas une promesse forte de Legault, est-ce que le contexte politique dans l'Assemblée nationale serait différent avec des députés de Éric Duhem, même lui-même? C'est l'argument, lui, qui est en train de véhiculer dans toutes les dans toutes les présences, là, dans les médias, etc. C'est quand même spécial de voir que celui qui a le plus de visibilité, c'est même pas les partis d'opposition qui, normalement, auraient dû en profiter de cette faute énorme du gouvernement. C'est le gars qui est comme à l'extérieur. Oui, mais en même temps, tu sais, je veux dire, Éric Duhem, ça a été un phénomène dans la dernière année.
Il était plutôt haut dans les sondages. Il a fait un score qui était quasiment similaire à celui du Parti libéral du Québec, qui est opposition officielle. Il a fait élire, certes, 0 député, mais il reste que il a fait quand même voter 12-13% des Québécois. Et puis, essentiellement, c'était dans la grande région de Québec, et particulièrement dans certains comtés où le vote était peut-être un peu plus concentré pro-Éric Duhem. Ben, moi, je pense que c'est aussi parce que les médias se disent lui, il a un positionnement qui est très spécifique. Il est bien connu et relativement populaire dans la région de Québec. Donc, c'est sûr que son avis comptait. Et puis surtout que son avis, aujourd'hui... je vais te dire que pour tous ceux qui ont voté pour la CAQ pour un troisième lien, certains peuvent... Mais c'est une déception. C'est une déception. Mais bon, regarde, je vais juste te dire, quand bien même il aurait fait élire du monde. Moi, je pense pas qu'il en aurait fait élire beaucoup. Là. À un moment donné, il y avait des gens qui disaient qu'il va avoir 8-9 comtés. Non. Arrêtez là. D'ailleurs, s'il devait avoir 8-9 comtés, à la fin de la journée, il aurait pu en ramasser 2 ou 3, mais c'est même pas le cas. Mais disons qu'il aurait pu faire élire 2 ou 3 députés. 2 ou 3 députés, tu les enlèves à la CAQ, il en reste 87. C'est pas ça qui aurait nécessairement joué. Puis à un moment donné, il faut arrêter de voir les choses de manière micro ou à la manière de villageois, etc. Là. Le Québec, c'est grand, là. Puis des Québécois, il y en a partout sur le territoire. Puis c'est pas vrai qu'un troisième lien entre Québec et Lévis, ça n'intéresse que les gens de Québec et de Lévis. Non, c'est pas vrai. Ça intéresse tous les Québécois partout. D'abord, c'est de l'argent public qui vient de partout. Ensuite, oui, on vit sur une même planète. Donc, lâchez-moi avec les GES, ça marche pas comme slogan. Là. Non, je veux dire, il y a des enjeux environnementaux, etc., qu'il faut prendre en considération. Et donc, à la limite, le gouvernement aurait pu aller de l'avant avec ce projet-là, quand bien même il y aurait eu 2 ou 3 députés du Parti conservateur d'Éric Duhem. Tu sais, la question maintenant, là, encore là, on ne sait pas ce que les études démontraient avant sur l'acceptabilité de ce projet-là, que ce soit du côté de Lévis et de Québec. On sait que du côté de Lévis, il était très en faveur. Je me rappelle même que Gilles Lehouillier, qui est le maire de Lévis, ancien libéral, a pratiquement fait campagne avec la CAQ là, pour ce projet-là. Ah oui. Le gars, il était comme 100% on board. À l'heure où on enregistre, on n'a toujours pas eu de réaction de Gilles Lehouillier. J'imagine qu'il y a une conférence de presse qui se prépare pour aujourd'hui. Je pense qu'on est mieux d'en pas entendre une réaction à chaud de Gilles Lehouillier, parce que lui, c'est sûr que... Il n'est pas content. C'est certain qu'il ne l'est pas. C'est pour ça que je te reviens à l'acceptabilité de ce projet-là, parce que du côté de Québec, le maire, il n'était pas trop chaud à l'idée d'avoir un troisième lien avec cette configuration-là. Il est plutôt content maintenant avec les moyens, les transports en commun. Mais on se demande, est-ce que le transport en commun, c'est quelque chose qui est assez populaire dans cette région-là, comme il est par exemple à Montréal, où on sait que tu peux te rendre n'importe où, comme tu veux. Tu sais, c'est quand même pas mal élargi. C'est pas vraiment le cas pour Québec. Donc, donner une emphase pour un gros projet de même avec, je sais pas exactement c'est quoi le coût de ce projet-là, pour quelque chose qui peut-être n'a pas le même poids qu'il a à Montréal. Honnêtement, je veux dire un truc. Je suis pas tout à fait d'accord sur la question de l'attraction du transport en commun dans la ville de Québec. D'abord parce que, on essaye d'accoler un petit peu cette étiquette que, le transport en commun à Québec, ça fonctionne pas. L'intérêt pour l'environnement et les changements climatiques à Québec, il y en a pas, etc. C'est pas vrai. La réalité, c'est que c'est sûr que c'est une ville qui est faite d'une certaine manière que le transport en commun n'a pas donné, surtout qu'il n'y a pas de métro, par exemple, donc c'est pas évident. Là, il va y avoir un tram, ce qui va déjà être absolument
fantastique et fabuleux pour cette ville-là. Il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent la voiture parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir un transport en commun efficace. Donc, c'est sûr que si tu multiplies l'offre en transport en commun, que ce soit un tramway ou ce qu'on appelle les SRB, là, les espèces de trains... voyons, pardon. Pas SRB, mais les autobus rapides. Là. Donc, ça pourrait être une très bonne option. Donc, moi, je pense que si tu offres aux gens ces possibilités-là, ils vont les exploiter. Mais quand il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Donc là, la question, c'est est-ce que ça vaut la peine de creuser pour faire passer juste des transports en commun, à savoir si ça va être un tram ou est-ce que ça va être autre chose, on ne sait pas encore, ou des autobus, là, comme ce que je t'ai dit. Alors... quand ça va être quand ça va être là, les gens vont les utiliser, c'est sûr. Tu sais, à un moment donné, on va tomber aussi dans des problèmes pas juste de trafic, là, de stationnement, tu sais, le prix des autos, même les voitures électriques, là, elles sont encore chères aujourd'hui. Il y a une transition énergétique à faire, etc. Donc, le prix du pétrole va continuer d'augmenter. Les voitures électriques sont pas encore disponible à un coût, disons, raisonnable. Il n'y a pas de bornes électriques partout. C'est sûr que offrir du transport en commun, ça va servir. Le maire de Québec, lui, il est contre, à la base, ce troisième lien. Mais il faut se mettre aussi à sa place. Lui, il voit ce qu'on appelle l'étalement urbain. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des gens de Québec, des familles, etc., qui vont quitter Québec pour s'installer ailleurs parce qu'il n'y aura plus d'intérêt à rester à Québec. Ce qui vient non seulement contribuer au réchauffement de la planète par effectivement l'utilisation des autos et autres moyens de transport, mais aussi, il faut le voir, pour lui, c'est aussi des payeurs de taxes foncières en moins. Donc, dans le fond, ça prend... il faut les financer, les services de la ville. Hein. Si les gens sont plus là, c'est un problème. Ouais. C'est quand même spécial. C'est pas à tous les jours où on voit ce type de scénario à la colline. Comme je l'ai dit tantôt, on a beaucoup plus souvent l'habitude de voir des élus patiner un peu. Ça marche pas. Les lignes politiques qui sortent, on essaie de trouver le positif. Cette fois-ci, il n'y en a pas. T'sais, ils ont tous mis la tête, ils ont tous baissé la tête, puis ils ont été obligés de, to face the music, comme on dit. Hein. Ben, écoute, moi, il y en a une, pour moi, qui n'a pas baissé la tête. Et honnêtement, j'ai beaucoup de bonnes choses à dire sur elle. Moi, c'est Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre des Transports, surtout, dans ce dossier-là. D'abord, elle, c'était la seule à être à sa conférence de presse pour présenter le projet. C'est logique aussi. Non, mais le ministre responsable de la capitale, le ministre responsable de Chaudière-Appalaches. Je pense qu'ils ont voulu diminuer un peu le look. Là, excuse-moi, pour un projet aussi important, là, s'il n'était pas controversé, j'aurais bien vu le premier ministre être là aussi. Là, un projet... il ne sera pas de 10 milliards, mais c'est sûr qu'il y a 3-4 milliards. Je dis ça au hasard. C'est certain qu'elle a bien assumé ses responsabilités. Elle est sortie, elle communique bien. C'est une fabuleuse communicatrice. Ouais. Honnêtement, là, Geneviève Guilbeault, en plus de s'exprimer très bien, c'est une femme qui est très intelligente pour chercher les bons mots. Je sais que parfois, on lui a reproché d'utiliser des mots un peu secs ou un peu durs, etc. Ouais, comme la fois où elle parlait des Québécois comme des personnes dociles, effectivement. Il faut être docile, ouais. Non, je sais. Non, mais c'est pas le seul moment. Mais tu sais, je comprends. Hein, il y a un petit côté chez elle... comment dire... une main de fer dans un gant de velours. Hein, c'est un peu, il y a un petit côté comme ça chez elle. Mais honnêtement, moi, je la trouve superbe. Elle est arrivée au transport et dans une position qui n'était pas nécessairement évidente parce qu'il y avait déjà beaucoup de travail qui avait été fait par son prédécesseur au transport. D'ailleurs, ils ont interchangé leur ministère. Hein. Elle, qui était la sécurité publique, est rendue au transport. Lui, étant François Bonnardel, qui est passé des transports à la sécurité publique. Il y avait beaucoup de travail qui avait déjà été fait, mais il y avait quand même ce gros dossier sur la table et avec lequel elle vit depuis déjà 6 mois, depuis la réélection. Ouais. Et sincèrement, moi, je la trouve bonne. Alors, je sais, hein, George, il y a 2 types de ministres, d'habitude. 2 types de ministres.
T'as les ministres gestionnaires qui, eux, là, c'est ceux qui tiennent leur ministère à bout de bras. C'est un gars comme Dubé, par exemple. C'est un ministre gestionnaire, là, tu sais. Puis t'as des ministres, j'aime moins ce genre-là, mais ça dépend aussi comment ils le font, qui sont simplement des porte-parole de leur ministère. Dans le fond, les fonctionnaires, ils font un peu tout, mais bon, il y a une job politique à faire, donc c'est des porte-parole. Donc, quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont porte-parole. Quand ils se lèvent en période de questions, ils sont porte-parole. Quand ils sont devant les médias, c'est juste des porte-parole. Mais sais-tu quoi? Je ne connais pas les capacités de Geneviève Guilbeault en termes de gestion et comment elle dirige son ministère. Elle est peut-être, entre guillemets, qu'une porte-parole, mais c'est une maudite bonne porte-parole. Elle est excellente. Elle parle, encore une fois, elle parle comme il faut, elle passe les messages, elle les assume, elle prend des questions qui sont difficiles. C'est une excellente politicienne. Il faut la garder en vue parce que, à mon avis, si un jour il devait y avoir une course à la chefferie à la coalition Avenir Québec, elle serait clairement une des têtes d'affiche. Ouais. Elle est brillante. Juste pour la curiosité peut-être de ceux qui écoutent ou qui nous regardent, parce que toi, tu as déjà été en position où tu es présent dans les rencontres de caucus, tu vois un peu comment ça fonctionne. Lundi, on apprend que cette décision-là est tombée. C'est sûr qu'ils l'ont annoncé au caucus. Est-ce que tu peux t'imaginer la frustration, évidemment, de tous ces gens-là? On parle évidemment d'Éric Kerr, de Bernard Drainville, de Martine Biron, de tous ces gens-là autour de la capitale de la région de Québec. Qu'est-ce qui se passe dans le caucus? Bon, alors, je vais juste faire une petite nuance. Est-ce que j'ai déjà assisté à des réunions de caucus? Oui, mais les réunions de caucus sont généralement juste pour justement les élus, à quelques exceptions près. Donc, pour en avoir déjà assisté à 2, 3 où c'était animé, je peux te dire que j'imagine bien qu'il y en a certains qui se sont levés pour parler. Mais généralement, la réunion du caucus, c'est une réunion où on laisse plutôt parler les députés qui ne sont pas ministres. Hein. Les ministres peuvent prendre la parole, surtout s'ils doivent expliquer ou faire la présentation de quelque chose. Mais par contre, j'ai envie de te dire que la gestion des Bernard Drainville, des Éric Kerr et potentiellement d'autres personnes qui ne sont pas très contents de la situation, ça a dû se faire dans des rencontres à côté, avec la participation du cabinet du Premier ministre à coup sûr. Je suis certain que le directeur de cabinet du Premier ministre a dû intervenir lui-même personnellement auprès de certains ministres. Probablement que François Legault lui-même a dû parler avec ses ministres concernés, etc., pour avoir une stratégie. Puis ce matin, là, mais surtout pour aligner les messages. Évidemment. Penses-tu vraiment que ça a été une surprise pour le cabinet de M. Legault ce matin de voir Drainville, la larme à l'œil, en train de demander pardon à ses électeurs de ne pas être en mesure de livrer un projet qu'il avait promis? Regarde, évidemment qu'ils le savent. Ils étaient en gestion de crise, ça a été discuté avec le bureau du Premier ministre, etc. Puis bon, visiblement, à mon avis, ils vont réussir leur coup. Là. Ça, c'est pas trop un problème. Je te dis pas qu'il n'y aura pas de traces à long terme, mais regarde, tu vas voir que d'ici la semaine prochaine, on parlera beaucoup, beaucoup moins de cette histoire-là. Ouais. Juste rapidement, parce qu'on a d'autres petites choses à discuter. Éric Kerr, on a commencé avec lui. Moi, je crois que la chose la plus malhabile à faire pour un élu, c'est de promettre quelque chose et mettre son siège en jeu. Unwritten rule, tu peux pas faire une affaire de même. Là. Tu sais jamais ce qui va arriver dans le futur. Là, il y a la pression. Tout le monde le cherchait hier. Il a fui les caméras. Aujourd'hui, il n'avait pas le choix. Il a dit ce qu'il a dit. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait trop de sens dans ses affaires. Je pense que je n'ai pas la citation exacte, mais il a dit « Je vais me battre jusqu'à ma dernière goutte » ou je ne sais pas trop quoi là, pour ce projet-là. Mais il l'a déjà dit. Il a déjà dit clairement. Si on ne le livre pas,
je démissionne. Là. Je le paraphrase, mais c'est à peu près ça. Là. C'est exactement ça. Et pas juste dans un média. Là. Donc, dans un média, il a dit ça, puis dans, je pense, 2 autres, il avait dit autre chose, mais c'était assez clair. Non, mais George, regarde, clairement, on va se le dire un truc, là. Si Éric Kerr était l'un des meilleurs ministres du gouvernement, puis qu'il se soit planté sur cette histoire-là où il disait que si on le livre pas, on va démissionner, tu sais, tout le monde serait comme « OK, bon, c'est pas grave. » Il pensait vraiment que ça allait se faire, puis bon, les études ont démontré que c'était pas faisable et que bon, ben c'est correct. Là, la réalité, là, c'est parce que la raison pour laquelle tout le monde court après, les médias, les commentateurs... C'est pas la première fois qu'il se plante. Mais non, mais c'est parce que... Non, mais regarde, je veux pas être impoli, là, mais il n'a pas été très bon, là. Il n'a pas été très bon. Et, tu sais, admettons que le Conseil des ministres, c'est une salle de classe, là. Il doit être le dernier de la classe, là. Je veux dire, c'est... Et, puis il ne pourra pas faker son CV une deuxième fois. Là, donc, non, mais c'est ça la réalité. Et là, il a la possibilité, enfin, il l'avait, puisqu'il a décidé de ne pas se retirer du caucus, de ne pas démissionner, rien du tout. Là. Il avait la possibilité de sortir de là en se disant, ben moi j'ai des convictions, je sors parce que mes convictions sont trop fortes. Mais en fait, il attend juste quoi? Le prochain remaniement où M. Legault va peut-être même pas le renommer ministre. Alors, honnêtement, là, il a encore manqué de jugement parce qu'il aurait dû sortir plutôt que de se faire sortir. Parce qu'à mon avis, la prochaine étape, c'est qu'il va se faire sortir. Et c'est ça. Alors, je pense, comme tu as dit, avec un enjeu aussi important sur lequel il était tellement engagé, tu as fait premièrement l'erreur de mettre ton siège en jeu. Moi, à sa place, j'aurais fait comme tu as dit. J'ai des convictions, malheureusement. Je peux pas continuer. Ou au moins démissionner du Conseil des ministres. I don't know. Au moins donner un message que je suis pas la ligne. Mais sais-tu quoi? Ce qui me dérange, moi, particulièrement dans le discours de M. Kerr, c'est que lui, pendant longtemps, il a tapé sur un clou, hein, ceux qui vivent au crochet de l'État, accrochés à l'État, qui sont soutenus par l'État, etc. Mais là, c'est parce que s'il ne démissionne pas à cause de sa responsabilité ministérielle par rapport au raté informatique du gouvernement, il ne démissionne pas sur une conviction profonde alors qu'il avait dit qu'il démissionnerait si ça ne se faisait pas avec un tunnel autoroutier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui aussi s'accroche à l'État et que lui aussi il est soutenu à l'État et finalement il ne fait pas mieux que les gens que lui critique. En tout cas, regarde, on va voir parce que c'est une opinion. Ça peut changer. L'exemple qui est mentionné un peu partout, c'est l'exemple de Sheila Copps au fédéral. C'était sous Jean Chrétien qui, elle avait promis, elle avait mis son siège en jeu sur l'abolition de la TPS. Finalement, Jean Chrétien l'a gardé. Oui. Et ça a pris quelques jours, quelques semaines. Puis elle a démissionné après. Elle s'est représentée puis elle s'est faite réélire. Mais au moins, on a admiré le fait qu'elle s'est tenue à sa parole. Donc, je sais pas, regarde, on va attendre quelques jours, quelques semaines, voir si ça va changer quelque chose pour Éric Kerr ou pour d'autres députés d'ailleurs. Puis, ça va être intéressant de voir, de suivre ce dossier-là. Oui, effectivement.